Merci, merci. Alors, c'est le moment d'échange avec François Bégodeau. On a mis 2 micros à votre disposition, qui se trouvent ici et là-bas, donc en pied de scène. Si vous souhaitez intervenir, poser une question, faire des observations, témoigner de votre ennui, ne vous gênez pas. Ces 2 micros sont à votre disposition. Le monsieur qui se lève là-bas, il lève le doigt. Voilà. Bonsoir. Ah oui, il faut se déplacer comme ça, d'accord. Pardon ? J'ai cru que tu allais me faire une Will Smith. Ah non. Non, c'est des Américains, ça. Ouais, ils savent pas se tenir. Déjà, merci. Moi, j'aimerais faire une remarque et une question ouverte, ça appelle une réponse. Seconde République, Lamartine, je ne suis pas historien, donc peut-être qu'il y a quelques petites erreurs. Quand il lance le Printemps des peuples, il appelle justement au patriotisme comme rempart et comme bien de ceux qui n'ont rien contre l'impérialisme. Et je ferai également écho à ce qui s'est passé dans les mouvements indépendantistes de la seconde moitié du XXe siècle, où justement les mouvements plutôt d'inspiration marxiste appelaient vraiment à la patrie pour se défendre contre des empires coloniaux ou des empires néocoloniaux comme les États-Unis. Et on trouve aussi, alors là c'est un peu plus touchy, mais c'est plus proche de nous géographiquement et dans le temps, le FLNC qui se revendiquait marxiste, avec notamment des collectivisations. Voilà. Donc j'aimerais, si c'est possible, avoir un petit peu parce que pour moi c'est la seule nuance qu'on n'a pas vraiment abordée, c'est ce côté l'internationalisme face à l'impérialisme. Qu'est-ce qui peut, est-ce que c'est pas là que les gens de gauche se retranchent vers une forme de nationalisme? Voilà, merci. Je crois que j'ai un petit peu abordé quand même ce point-là, mais trop succinctement, donc je vais un tout petit peu être plus clair. J'ai bien dit qu'il y avait tout un tas de moments dans l'histoire, tout un tas de moments de la lutte politique où il se trouve que l'émancipation recoupe totalement, ponctuellement, une lutte pour la souveraineté. Je l'ai dit, je le redis. Et les exemples que tu as pris font partie de ça. Effectivement, il est souvent arrivé que devoir se battre contre un empire, contre une puissance impériale, et donc se resserrer autour du motif patriotique, en tout cas de l'indépendance nationale, recoupait un certain nombre d'options sociales. Et donc il est arrivé effectivement qu'il y ait des croisements entre l'indépendantisme et le marxisme. C'était le cas effectivement du FLNC première facture, je dirais. C'est le cas de tout un tas de mouvements indépendantistes d'ailleurs qui ont eu cours, y compris des mouvements d'indépendance nationale au moment de la décolonisation, etc. etc. Ce que je dis simplement, c'est qu'en l'occurrence, on ne peut pas prendre comme une fin en soi l'indépendance nationale, c'est tout. À ce titre-là, nous ne pouvons pas nous dire nationalistes. Parce que c'est quelqu'un qui se dit nationaliste, c'est quelqu'un qui pose comme une valeur l'indépendance nationale en elle-même. Je dis que l'indépendance nationale n'est une garantie de rien d'un point de vue social. Et comme notre cœur de métier, j'allais dire, c'est le social, c'est l'émancipation sociale, alors nous ne pouvons pas brandir la valeur patrie ou la valeur nation en tant que valeur, c'est tout. Donc on ne peut pas se dire souverainiste, on ne peut pas se dire nationaliste, on ne peut pas se dire patriote, j'allais presque dire encore moins, c'est tout. Mais c'est vrai que, bon, alors après il faudrait voir d'ailleurs, il faudrait voir ce qu'il est advenu de ces mouvements où effectivement il y avait une espèce de coagulation entre une option d'indépendance nationale, appelons-la nationaliste pour aller vite, hein, et puis effectivement des options sociales. C'est arrivé assez souvent dans l'histoire. Qu'est-ce qui a gagné derrière? Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Voilà, mais je pourrais citer, hélas, 600 000 exemples. Hein. Donc à chaque fois qu'en fait on a entretenu une ambiguïté, et c'est vrai que je vois bien que certains mouvements d'émancipation sociale, ici ou là dans l'histoire, ont vu que ça pouvait être tactiquement et stratégiquement intéressant de fédérer aussi, disons, de faire vibrer un peu la corde patriotique pour fédérer les forces, pour être un peu encore plus nombreux, pour cumuler un petit peu les énergies contre le grand capital, contre la puissance impériale qui était en train de nous assaillir. Je vois bien, et c'est parfois des calculs qui ont été faits, notamment, je pense, par... à l'échelle nationale, on revient à des choses un peu plus dérisoires, mais je pense que ça a été un des calculs de Mélenchon, dans 2017 notamment. C'est ce qu'on appelait à l'époque le populisme de gauche.
Bon, il s'agissait quand même, on allait de nouveau chanter l'hymne national dans les meetings, on allait ramener le drapeau, on allait arrêter de chanter l'international, on allait beaucoup moins mettre des drapeaux rouges que des drapeaux tricolores. Bon, le truc, c'était ça, quoi. On allait cumuler. Bon, au bout du compte, tout ça, moi, je crois que ça crée toujours de la confusion. Et dans cette confusion-là, on sait très bien qui c'est qui gagne à la fin. Hein, et c'est toujours, en gros, les vrais nationalistes, les vrais patriotes, ceux pour qui ça importe en tant que tel le nationalisme. Donc moi, je suis pour être clair sur ces choses-là. C'est ce que j'ai essayé de faire ce soir, parce que je trouve qu'une énorme confusion règne sur ces questions-là. Mais une énorme confusion, dont j'ai donné que le centième ce soir. Parce que c'est vraiment, on vit dans ce brouillard-là depuis quelques décennies maintenant. Et ça a fait, au bout du compte, beaucoup plus de mal à la gauche qu'à la droite, hein, cette confusion. On voit bien qui prospère derrière, quoi. Donc moi, je pense qu'il faut être très très clair là-dessus. Il faut réaffirmer quels sont nos axiomes fondamentaux et réaffirmer que les luttes ponctuelles pour la souveraineté ne sont jamais que des luttes ponctuelles. Voilà. Ce n'est pas des luttes structurelles en tant que telles. Moi, il y aurait un test qu'il faudrait toujours faire auprès de ceux qui se disent souverainistes de gauche. Et mettons par exemple qu'il y a une autre période qui suscite beaucoup de confusion. C'est la Commune. Hein, ça, même à l'extrême droite, il y a des gens qui adorent la Commune. Pourquoi ? Parce que les communards, c'était des patriotes aussi. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, leur geste était de se lever contre l'envahisseur prusse, alors que la bourgeoisie versaillaise s'était couchée devant l'envahisseur. Et donc, il est resté cette idée que les communards étaient des patriotes. Ce qui fait qu'ils ont une certaine aura, y compris à l'extrême droite, parfois. Et oui. Mais alors dans ce cas-là, mais je ne pense pas que les communards, qui d'ailleurs étaient beaucoup constitués de métèques, c'était un mouvement très international dans sa constitution. Voilà. Quand on regarde le détail des combattants, c'est une première chose. Donc je pense que j'étais pas vraiment une fibre patriotique française, n'était pas vraiment au travail là-dedans. Mais ponctuellement, effectivement, en l'occurrence, il s'agissait de repousser l'envahisseur, en tout cas de ne pas se coucher devant lui, comme la bourgeoisie était prête à le faire. Mais c'était ponctuel. Et puis surtout, l'option prioritaire des communards était le programme de la Commune, qui était un programme éminemment d'émancipation sociale, d'inspiration socialiste et anarchiste. C'était ça qui comptait. Alors moi, je pense qu'il faut toujours essayer de faire le test, une espèce de test fictif comme ça, très intéressant. Admettons que ce soit l'inverse. Admettons que les communards, par exemple, se soient retrouvés dans une position où l'envahisseur, c'était un pays récemment rallié au socialisme ou rallié à l'anarchisme. Rêvons un peu. Et ce pays envahit la France et veut imposer une économie socialiste, socialisée, une socialisation des richesses, une collectivisation des biens à la France. Qu'est-ce que font les gens qui sont du côté de l'émancipation sociale ? Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils défendent bec et ongle la France parce que c'est quand même notre patrie ? Ou est-ce qu'ils disent non, bienvenue, écoutez, on attendait que vous parce que nous on avait Macron là. Hein, bon, alors franchement, là, vous les socialistes là, qui venez de ce pays qui s'appelle la Socialie, qui n'existe pas, on vous accueille à bras ouverts, je vous en prie. Moi, je crois que si on veut être conséquent sur ce qui serait nos axiomes sociaux fondamentaux, bien sûr que je serais tout à fait pour qu'on accueille à bras ouverts l'envahisseur socialiste. C'est ça le test ultime, hein, pour voir au bout du compte quel est l'affect maître dans tout ça. Quel est l'affect maître ? Voilà, ça fait partie des choses qui font... Donc moi, je pense que oui, il est arrivé, pour conclure, mais je vais redire ce que j'ai déjà dit, il y a parfois une coïncidence entre une lutte d'indépendance et une lutte d'émancipation sociale. On a intérêt, dans ces cas-là, à être très très au clair sur ce qui nous motive véritablement, et ce qui est la fin réelle de notre lutte. Sinon, on le paiera. Vous pouvez vous avancer, on ne peut pas déplacer les micros. Mais peut-être que... Oui, je pense, voilà. Comme ça, ouais, bien sûr. Tout à fait. Oui, ça dépend peut-être aussi de ce qu'on met derrière le mot nation, parce que, effectivement, si la nation, c'est... vous avez pris l'exemple de la France, qui est dans une définition d'écrasement, finalement, des autres cultures, et notamment des cultures qui la composent. On peut prendre les différentes régions françaises. Alors oui, effectivement, à un moment, on risque de se retrouver rattrapé par cette volonté de domination des autres. Mais on peut aussi voir la nation comme une façon de mettre en œuvre un projet politique. Si vous prenez par exemple le Chiapas,
si vous prenez le Kurdistan, en tout cas une partie du Kurdistan, on a un projet politique derrière d'émancipation aussi, et il est contenu dans l'idée même de nation, dans leur idée de la nation. Alors après, vous en avez une autre. Non, mais j'en ai pas une autre. Je connais bien les gens du Rojava, je les ai un peu lus, et ceux du Chiapas a fortiori. En l'occurrence, la nation est un moyen. C'est un moyen stratégique. Il a fallu d'abord constituer comme ça une espèce de territoire autonome pour pouvoir y pratiquer une politique d'inspiration anarchiste comme celle des Chiapas, et aussi anarchiste d'ailleurs du côté du Rojava. Donc c'est toujours la même chose. Il ne faut pas confondre les moyens et les fins, c'est tout. Là, en l'occurrence, effectivement, dans un premier moment, il faut absolument qu'on soit autonome. Moi, je ne parlerai pas de nation à ce moment-là. Peut-être qu'eux parlent de nation, je pense que c'est une erreur de langage, qui d'ailleurs suscitera sans doute beaucoup de confusion aussi, et beaucoup d'égarements. Il suffirait de dire, on a besoin d'un territoire autonome. Je pense que les Chiapas, d'ailleurs, parlent beaucoup plus cette langue que celle de la nation, je pense. Ou alors je les ai mal lus. Voilà, après, il peut se jouer, effectivement, au Chiapas, il se jouait aussi un truc qui était presque, presque pas identitaire, mais presque, parce qu'il y avait un côté entre les Indiens du Chiapas et puis le pouvoir, on va dire, blanc-mexicain, central. Donc ça peut toujours recouper des choses comme ça. Mais ça recoupait aussi surtout le fait que les Indiens en question étaient des petits paysans qui étaient voués à être détruits par une offensive de l'agriculture productiviste, d'inspiration capitaliste, auquel était en train de se convertir le Mexique. Donc on voit bien que tout ça marche toujours un petit peu ensemble et que l'un sans l'autre. Bon. Mais ce qui est important toujours, c'est toujours de distinguer les moyens et les fins. Je ne pense pas que la nation en soi soit une fin en elle-même. Enfin, ni dans l'esprit des Kurdes, ni dans l'esprit des Kurdes du Rojava, ni dans l'esprit des Chiapas. Donc je pense qu'on peut passer de franchement, on peut se passer de ce mot. On n'a pas besoin. On a besoin de territoire autonome, ça c'est vrai. Bonsoir et merci pour votre appel à la clarification dans le vocabulaire. Mais je pense que le monde est traversé par des intérêts antagonistes, des classes sociales, et il y a la guerre des classes. Et c'est au travers de celle-ci qu'il faut voir, dans chaque pays, dans le monde, l'utilisation de ces mots. Et je pense que le nationalisme a été pris justement par les dominants, et la pensée dominante est celle des classes dominantes. Oui, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris en fait. Ah bon? Alors, est-ce que ça manifestait un accord avec moi ou un désaccord? Un accord et en même temps... Ça va, c'est tout ce que je veux savoir, merci. Non. Bon. Non, mais j'avais l'impression que tu disais aussi que pour une part, il pouvait y avoir un nationalisme qui serait un peu plus sympa, qui émergerait des classes dominantes. Non, c'est pas ce que tu voulais dire. Les classes dominantes ont utilisé le nationalisme pour diviser le monde ouvrier. On s'était bien compris. Voilà. Merci pour votre conférence. J'ai noté ma question, comme ça je suis sûre de ne pas me... en vous écoutant, j'ai eu la sensation que vous avez posé comme paradigme que le concept de république était nécessairement de gauche. Et je pense que j'ai besoin d'une clarification des définitions. Parce que voilà, la question qui m'est venue en vous écoutant, c'était est-ce qu'il existe une droite républicaine, notamment quand vous avez parlé d'un glissement de la droite, à droite de la notion de république. Voilà, j'avais besoin d'une clarification là-dessus. Oui, donc je notais que le mot république, bon, ça, Rancière a tout dit là-dessus, a eu un drôle de destin, c'est vrai, depuis une cinquantaine d'années, finalement d'avoir fusionné pratiquement avec des affects identitaires, patriotiques, nationalistes, ce qui est tout à fait étonnant par rapport à, je dirais, le sens originel de la République, la chose publique, qui était précisément anti-identitaire. À partir du moment où on se vit comme appartenant à une république commune, à se situer dans la chose publique, précisément les affects identitaires ou les particularismes identitaires sont complètement mis de côté, en tout cas de la place publique. On n'y intervient pas en tant que tel. Et donc c'est un drôle de destin pour ce mot. Maintenant, je vous avouerai que le mot république en soi, comme souvent ces mots... Je m'en fous un peu. C'est-à-dire que je crois qu'il est ni de droite ni de gauche. C'est un mot un peu, j'appellerais, qui appartient à ce que j'appellerais la philosophie politique. Une sorte comme ça de panoplie de mots un peu abstraits qui définirait formellement ce que serait qu'une démocratie, formellement ce que serait qu'une organisation sociale.
moi, je me méfie beaucoup je me suis rendu compte d'un truc, je vous fais, c'est pas une confidence, mais je me ferais mieux comprendre en disant, en relatant une expérience, et que quand j'avais 18-19 ans, je lisais encore un peu de philo, et puis par ailleurs, j'avais quand même un gros intérêt pour la politique. Donc je m'étais dit, il y a un truc qui est pour moi, c'est la philosophie politique. Parce qu'il était au croisement de mes deux amours, quoi. Enfin, pas des amours exclusifs, mais enfin de deux de mes amours. Et j'ai lu des trucs de philo politique, j'ai même lu un peu Aristote, j'ai lu des trucs comme ça, quoi. Et ça me tombait des mains toujours. Je trouvais que ça correspondait jamais véritablement à ce que j'entends par politique et à ce qui me paraît être le concret de la politique, l'incarnation réelle de la politique, qui est toujours située historiquement, qui est toujours située. C'est-à-dire, c'est des situations. Et c'est des situations qu'il faut déterminer socialement, essentiellement, dans des rapports de classe, par exemple. Il y a une sorte d'abstraction de cette lexicographie de la philosophie politique dans laquelle je ne me suis jamais reconnu. Donc, fondamentalement, petit détour un peu biographique pour dire une chose simple, vous ne m'entendrez pas beaucoup prononcer le mot de République, quoi. Là, je l'ai fait ce soir, pour noter ce glissement tout à fait étrange et stupéfiant, en fait, qui a été celui de ce mot depuis quelque temps. Mais je ne pense pas, encore une fois, qu'il appartienne véritablement à la gauche. Je pense, par exemple, la tradition marxiste, c'est toujours un peu foutu de ce genre de mots. Voilà. Alors ça n'a pas valeur d'évangile, ce que je viens de dire. Ce n'est pas parce que la tradition marxiste se fout d'un mot que le mot n'a pas de sens. Mais je note quand même qu'à partir du moment où on produisait une pensée sociale, tous ces mots se disloquaient. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai bien constaté qu'en général, ils sont utilisés par des gens dont on a l'impression que leur passion première est d'évacuer la question sociale. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à gauche. Chevènement, c'est très intéressant comme parcours. C'est très triste, c'est très intéressant. Mais parce qu'il faisait partie de la gauche du PS, Chevènement. Les plus jeunes d'entre nous ne peuvent pas le savoir, mais c'était la gauche du PS. C'est même celui qui s'est un peu battu en 81-82 contre les libéraux du PS qui étaient pour le virage de la rigueur. Lui, il a plutôt été du camp qui essayait de continuer l'idée qu'on pouvait avoir une économie socialisante, on va dire. Bon, donc voilà. Et alors peu à peu, et plus il a mis en avant le mot République, il a été vraiment le premier à faire. C'est un petit peu comme les Jeux Olympiques, tu sais, qui ont eu leur premier moment sous l'Antiquité, puis qui ont ressuscité en 1900. Là, c'est pareil, il a ressuscité le mot République, qui était totalement absent des débats dans les années 70. Et donc, plus Chevènement mettait en avant le motif républicain, suivi par des intellectuels organiques comme Régis Debray, Alain Finkielkraut, etc., et moins il parlait de la question sociale. Alors que c'était un peu sa spécialité au tout début, il était assez porté sur les choses sociales. Et alors vraiment, plus il a parlé de République, moins il a parlé de social. C'est vraiment les vases communicants, quoi. Et c'est un peu ce qui est arrivé à cette gauche-là, qui a fini, disons, dans sa version dégénérée, par aboutir à une figure comme celle de Manuel Valls. En gros, c'est ça un petit peu le cheminement de cette gauche qui s'appelle elle-même républicaine. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est une option. Je ne connais pas la deuxième strophe. Donc ça fait 170 ans, les prolétaires de tous les pays unissez-vous, ouais. Effectivement. Donc moi je vis le truc de la nation, de se rabattre sur la nation comme un dévoiement. Je sais pas, ça me fait penser à plusieurs choses. Il a été rappelé la commune, Dąbrowski, le chef militaire de la commune, était d'origine polonaise. Effectivement, ce n'était pas sur des questions nationales qui se battaient essentiellement. Je pense à la Fiche rouge. C'était des militants de toute l'Europe, d'Espagne, de Portugal, de Pologne, de Hongrie, etc. Et de dire qu'ils crient à la France en s'abattant, c'est un dévoiement complet de ce pourquoi ils se luttaient. Bon, le mot internationalisme a été posé tout à l'heure. Et vous parliez du prolétariat tout à l'heure. De la pensée prolétaire, etc., il est multinational depuis et de plus en plus. Ou alors, c'est une nation française qui n'a plus le sens qu'elle avait il y a 100 ans. Donc, oui, enfin, il y a un tel brouillard qui est mis que, de temps en temps, il faut reposer les choses et dire, mais non, c'est du délire. C'est effectivement la question sociale, la question de classe, la question du système capitaliste, et on est tous contre lui, par-delà les frontières. Enfin, je veux dire, c'est des vieux trucs, quoi, qu'il faut rappeler, malheureusement. Mais la question de départ, y a-t-il un souverainisme de gauche?
Enfin, ça a été, je pense que votre exposé, appelons-le comme ça, a été limpide sur non, c'est oui, une trahison, ou je sais pas, c'est peut-être un peu fort parce que ça n'a rien à voir, quoi. Donc, bon, même la République sociale, pour moi, la 6e République, tout ça, c'est des trucs qui dévoient le vrai combat qui est à mener, et qui est ni nationaliste, ni républicain, en gros. Bon, je sais pas. J'ai du mal avec le micro. Bah, de toute façon, je ne suis pas censé réagir, mais je vais réagir quand même, parce que je vais vous dire pourquoi j'ai porté... Quand Dany m'a proposé de faire une conférence ici, il m'a laissé le choix libre du sujet. J'aurais pu prendre 43 trucs, puis je suis allé là-dessus. Pourquoi je suis allé là-dessus? Alors qu'effectivement, pour moi, la chose est entendue. Cette saloperie de patriotisme, ça fait longtemps que, pour ce qui me concerne, je vais régler son compte. Ça ne m'a pas effleuré, même d'aucune manière. Mais justement, c'est bien, il faut qu'on se positionne très clairement par rapport à ça, parce qu'il faut redire des choses, effectivement, avec un effet de redite, hélas, par rapport à des choses qui ont été magnifiquement proclamées il y a 150 ans, et même au-delà. Pourquoi il faut le redire? Pour plein de raisons. D'abord, pour les raisons que j'ai dites, parce qu'il y a ce truc de souverainisme qui est arrivé, qui s'est invité dans le débat public, quoi, comme ça, depuis 30-40 ans, notamment autour de la question européenne. Voilà. Et ça a créé des brouillards extraordinaires. J'ai cité quelques intellectuels comme ça qui ont porté ce truc-là. Bon, c'est des intellectuels extrêmement influents. Jean-Pierre Chevènement est quelqu'un de très influent, c'est d'ailleurs un politique plutôt intellectuel. Michel Onfray aussi, quoi qu'on en pense. Très influent, très écouté. Et puis plein d'autres. J'ai pas voulu accabler parce que je le considère encore comme j'ai un peu de sympathie pour lui, encore. Mais je pense que Todd a très très largement semé la confusion depuis les décennies où il s'exprime. C'est très très confus son truc au bout du compte. Très très confus. Mais ça mériterait une conférence à soi seul. Mais il est beaucoup moins, je trouve, beaucoup moins, comment dire... Son évolution publique est beaucoup moins obscène ou ridicule que celle d'un Onfray. Hein. Je ne le mets pas du tout dans le même sac. Loin de là. Beaucoup plus de sympathie pour lui, par ailleurs. Mais voilà, tout ça, ça fait partie du truc. Et puis, il y a un autre aspect qui, moi, m'intéresse, qui était un petit peu au travail dans mon avant-dernier essai en date, qui s'appelait Notre Joie, où je disséquais un petit peu un interlocuteur identitaire. Ça, j'ai constaté dans une certaine génération qui irait de 18 à 30 ans, je dirais, à laquelle que je suis amené à beaucoup croiser. Alors, ça ne donne pas forcément des gens identitaires soraliens, ça ne donne pas forcément des nationalistes, antisémites, fascisants, ça ne donne pas forcément ça. Mais j'ai constaté que le motif patriotique était très présent, avait eu une espèce de nouvelle vigueur, comme ça, chez des jeunes gens. Chez des jeunes gens. Et là, ça devient intéressant. Parce que précisément, ils peuvent avoir une fibre sociale, ce qui les rend... comment dire, potentiellement recrutables par la gauche, je dirais. C'est-à-dire qu'à un moment, ils peuvent regarder du côté de la gauche quelque chose, parce que ça les intéresse, la question sociale, ça les intéresse un petit peu quand même, le souci des classes populaires. Mais il y a toujours un truc qui va faire qu'ils n'iront jamais à gauche, c'est que le motif patriotique n'y est pas. Et que d'ailleurs, quand il essaie d'y être, il voit bien que c'est une sorte de clone, de faux semblant. Donc ça, c'est l'exemple de Mélenchon que je donnais tout à l'heure. Comme disait l'autre, ils préféreront toujours l'original à la copie. Donc dès que la gauche essaie de récupérer quelque chose de l'ordre du drapeau, elle ne peut pas lutter en qualité patriotique par rapport à l'extrême droite ou par rapport à la droite tout court. Mais donc je crois que c'est aussi pour ça que c'est un sujet qu'il faut regarder en face, quoi. Il faut essayer de bien disséquer les choses, parce que tous les trucs que j'ai essayé de déconstruire un peu ce soir, c'est des choses que j'entends tout le temps dans les conversations que j'ai, notamment avec cette génération-là. Tout le temps. Le coup de « les patriotes sont prolétaires, les prolétaires sont patriotes », je l'entends tout le temps. Le coup de « le capitalisme déteste la patrie, donc soyons patriotes pour être anticapitalistes », je l'entends tout le temps. Donc ça c'est des options politiques ou théoriques qui sont extrêmement toxiques, qui ont un grand pouvoir de toxicité dans certains cerveaux, dans de nombreux cerveaux actuellement. Voilà, c'est à ce titre-là que je me permets de revenir sur une question dont effectivement je me passerais bien. C'est une soirée rafraîchissante. Je savais que tu allumerais la lumière, je ne suis absolument pas déçu. Et je veux aussi saluer
l'exercice d'acteur. L'écriture, formidable, et l'acteur, parfait. Et c'est d'un niveau dont je suis fier sur ce plateau. Et je sais que la lucidité est une maladie qui mène à la solitude, mais tu m'as fait comprendre qu'il valait mieux avoir une chapelle d'amis qu'une cathédrale d'imbéciles. Et même si on n'aura pas tout demain matin, je veux dire, il reste l'espoir pour dans 10 000 ans de trouver cette société où les hommes se conduiront tout seuls, avec la lucidité que tu nous as amenée ce soir, l'intelligence, la sensibilité et cette humanité qui nous échappe à tous. Retrouvons ça. Et puis, la fraternité nous soudera et on comprendra le reste. Merci, François. Merci pour ce compliment. Je t'oublie pas, hein, mais j'essaie d'être démocrate. J'essaie d'aller contre ma nature de dictateur. Désolé, je vais poser la question la plus importante ce soir. Désolé pour les autres. Rassure-moi, on a toujours droit à la Coupe du Monde ? Mais alors, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là ? On a le droit à la Coupe du Monde, on a le droit de suivre la Coupe du Monde, de vibrer pour la Coupe du Monde, c'est ça ? Oui. Bon, je l'ai déjà dit ici ou là, mais je trouve que la seule légitimité d'un affect patriote, c'est dans le sport, quoi. Oui. Moi, je l'ai souvent dit, il m'arrive de vibrer pour les équipes nationales. C'est le moment. Et même, effectivement, l'hymne national avant un France-Allemagne ou un France-Brésil, ou même plutôt, d'ailleurs maintenant dans le rugby, dans le tournoi des 6 nations, avant un France-Galles ou un France-Angleterre, ah oui, ça fout les poils. Bien sûr que ça fout les poils. Mais au moins, on sait ce qu'on fait, nous les fans de sport. Nous, on sait que c'est pas sérieux. C'est ça la grande différence entre le chauvinisme. Moi, je préfère le chauvinisme au patriotisme. Le chauvinisme, c'est clair, quoi. Je veux dire, moi, j'ai soutenu l'équipe de Nantes parce que j'étais nantais. Je soutiens les équipes de France parce que je suis français. Pas toujours, en fait. Hein. Il m'arrive quand même de préférer d'autres équipes. Il y a quand même un moment où, des fois, le chauvinisme aveugle, quand même. Et que s'il empêche aussi de considérer les beautés des autres équipes, là, ça devient pénible. Surtout quand on a des équipes nationales qui sont pas très reluisantes, quoi. Mais non, bien sûr, il faut. Nous savons, que c'est du folklore. Nous savons que c'est de l'amusement. Nous savons que même insulter l'équipe adverse relève du jeu, même si c'est considéré comme pas très fin par moment. Mais oui. Quand on dit Parisien enculé, bon, ça fait du bien, quoi. Ouais. Je dis ça un peu par démagogie, parce qu'il m'est arrivé de dire Marseillais enculé quand j'étais au stade de la Beaujoire, hein, donc voilà, que les choses soient claires. Alors bonsoir et merci donc pour ta conférence, hein, comme tout le monde. D'abord, je voulais savoir comment s'était passée la lune de miel avec Mademoiselle Dupont-Aignan. Avec qui ? Mademoiselle Dupont-Aignan. Il me semble que tu as dit que c'était. Ah oui, pardon, Dupont-Aignan, oui, ça se passe bien. On a divorcé avant-hier. Ça a duré 4 jours. Bon, moi, je trouve que c'est pas mal. Et après, de façon un peu plus sérieuse, je voulais savoir ce que tu pensais du municipalisme libertaire de l'anarchiste Murray Bookchin, américain. Il me semble que ça permet de tuer justement un peu l'État-nation, de dépasser les partis politiques et d'établir une vraie démocratie de type athénienne au niveau du local. Voilà, merci. C'est intéressant d'ailleurs parce que je ne vais pas ergoter sur le municipalisme, effectivement d'inspiration de Bookchin ou pas, parce que ça serait un peu théorique. Et puis je dirais rien que tu ne saches déjà. Bon. Mais je note un truc intéressant justement dans la vie du leader Öcalan, leader du PKK, qui est emprisonné actuellement. Hein, et bien précisément, il a beaucoup, le Rojava vient beaucoup de sa pensée aussi, de ce qui se joue au Rojava, et bien beaucoup de sa pensée, mais de sa pensée. Il était parti sur des bases,
je dirais, de marxisme orthodoxe, Öcalan, et puis en prison, il a lu Bookchin, justement, ce qui est tout à fait intéressant, quoi. Et il a amendé un peu, il s'est anarchisé un peu, Öcalan. C'est intéressant quand on lit des trucs sur son évolution. Voilà. Et donc, il était par exemple parti sur des bases assez je dirais pas nationalistes, mais en tout cas d'avoir pour première priorité essayer de mettre en œuvre une nation kurde, quoi. Je caricature un peu ses positions, hein. Je suis désolé pour ceux qui seraient vraiment spécialistes de cette question, dont je ne suis pas spécialiste, mais je vais un peu vite pour voir le trait général qui me paraît très intéressant. Bien sûr que quand on est le peuple kurde, quand on est des Kurdes, qui sont même très divisés, mais bien sûr que la revendication nationale semble être une priorité. Mais évidemment, quand on est un peuple à ce point-là multi-persécuté, là vraiment j'ai du respect pour ça. J'accompagnerai ce geste avec plaisir. Encore une fois, il ne faut juste pas se tromper en disant que ce serait une fin en soi et qu'une fois qu'on a obtenu ça, tout est obtenu. Et c'est ça qui est intéressant dans l'évolution du nationalisme kurde, mais qui a toujours été plus ou moins d'inspiration marxiste, hein. C'est qu'ils sont allés de plus en plus vers la pensée de oui, mais bon, une fois qu'on arrive quand même à découper vaguement, bon an, mal an, alors que tout le monde veut nous détruire autour, un territoire un peu autonome, très fragile hein, d'ailleurs, hein, à l'heure qu'il est, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire dedans ? Qu'est-ce qu'on va faire dedans ? Et c'est là qu'Öcalan découvre, je pense qu'il avait découvert d'autres trucs avant, hein, mais notamment Bookchin et le municipalisme. Et donc c'est un peu ce qui s'est joué au Rojava depuis quelques années maintenant, et qui se joue encore maintenant, toujours très très fragile. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est qu'en fait, quand on rentre vraiment dans le détail de ce que nous avons envie de faire, alors l'hypothèse nationale ne peut être envisagée que comme une hypothèse provisoire, quoi, une hypothèse stratégique. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Allez, dernière. Alors, est-ce que tu écoutes vraiment de la Oi ? Ouais. Ouais. Okay. Ouais, je vais à un concert de Oi qu'on organise juste après au Molotov. Bon, ça, c'est la D'accord. petite pub. Non, j'avais un point parce que j'ai vu une intervention de toi sur Cato, sur Internet, je précise. Et donc, en fait, ça m'a amené une réflexion que j'ai envie de partager. Donc en fait, il y a plusieurs mouvements d'émancipation. Donc le premier qu'on peut classer, là, pour faire simple, on va dire que c'est les religions, avec notamment les chrétiens qui s'organisent contre un impérialisme. Ensuite, c'est récupéré par des dominants. Ça devient un empire avec le Vatican, l'Empire romain germanique, etc. Ensuite, on peut parler des nations qui sont également récupérées, et ensuite on peut parler aussi du socialisme qui est récupéré par un impérialisme soviétique notamment. Est-ce que parmi, on va dire, donc, les pensées politiques, religieuses et nationales, est-ce qu'en fait le plus simple, ce ne serait pas la nation pour les peuples, pour s'émanciper du pouvoir des dominants ? Voilà ma question. Ah mais là j'ai l'impression qu'on revient à la case départ là. Écoute, je vais te refaire la conférence. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer par une chanson. Que veut cette horde ? Non mais je vais le faire vraiment, hein, donc restez. D'ailleurs, ce sera beaucoup mieux. Non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise là ? Non, là je peux plus, là. Tu me désarmes un peu. Non, tiens, d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure au passage, qui est effectivement un truc qu'on entend tout le temps. Alors, je ne sais plus de qui est cette phrase, mais elle est vieille comme le monde. La nation, c'est le bien de ceux qui n'ont rien. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure. Je ne sais plus qui dit ça, quel intellectuel ou quel... Mais la nation, c'est le bien de ceux qui n'ont rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire posséder une nation, en fait ? Concrètement, ça agit comment dans le quotidien de celui qui n'a rien, qui n'aurait que sa force de travail, par exemple, pour prendre la définition canonique du prolétaire. Quand on dit qu'il a la nation, de quoi est fait ce verbe avoir ? C'est quoi, en fait ? Moi, j'aimerais qu'on me décrive concrètement la journée d'un mec qui n'a rien, mais il a quand même la nation, quoi. À part déblatérer des conneries du genre vive la France et mort aux Arabes, en fait, je vois pas comment ça peut véritablement prendre consistance, cette possession de la nation. Alors, si on entend par là, au contraire, ça serait justement le bien public lui appartiendrait. Mais ça veut dire collectiviser les biens de première nécessité, par exemple, entre autres choses. Mais ça s'appelle des attendus socialistes. C'est pas nationaliste, ça. Ça n'a rien à voir avec la nation, ça, en fait. Mais vas-y, si tu veux parler. Juste en termes de liant
de lutte, mais j'ai bien compris et je suis totalement d'accord que c'est provisoire et que c'est facile, mais est-ce que justement c'est pas le plus facile? Parce que finalement, pour avoir une conscience de classe et pour se former à vouloir se battre pour le socialisme, il faut pas mal d'éducation populaire et puis il faut pas mal d'action ou pas, mais je veux dire, est-ce que finalement suivre une équipe nationale, c'est pas la première facilité pour motiver des hooligans ou pour motiver derrière une révolution? Enfin, est-ce que c'est pas le plus simple? Est-ce que c'est pas le moins pire? C'est ça le... Ah oui, bah alors tu dis deux choses différentes là. Est-ce que c'est pas le plus simple? Oui, c'est le plus simple. Mais c'est pas parce que c'est le plus simple que c'est le mieux et que c'est le moins pire. Parce que tu dis non, il y a des choses extrêmement simples qui sont tout à fait redoutables. Oui, je pense que c'est effectivement très très simple de se donner un ennemi commun ou de se grouper autour de motifs nationaux, parce qu'on a un peu grandi dedans d'ailleurs, il y a une espèce de propagande patriotique un peu comme ça, qui innerve nos vies, qui passe beaucoup par le sport d'ailleurs. Alors là, autant je dis que j'y participe allègrement, autant je pense que ça finit par jouer quand même, qu'on se vit comme ça, et que donc il y a quelque chose de la patrie qui vit toujours un petit peu en nous, tout petit, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez facile de réveiller ce truc-là. En plus, on sait, c'est ce que je disais tout à l'heure, le grand pouvoir d'efficacité de la vibration patriotique, c'est que précisément elle est creuse, elle n'a aucun compte à rendre au réel, et que ça vibre d'autant mieux que le réel aura été évacué. Donc il n'y a même pas besoin de justifier la patrie. La patrie, elle s'auto-justifie. C'est ça que j'ai essayé de décrire au début, d'une espèce de truc auto-réalisateur ou performatif. Il suffit de décréter la patrie pour qu'on soit patriote, quoi. Donc c'est vrai que le patriotisme n'a aucun compte à rendre au réel. Et donc c'est à ce titre-là, il peut vraiment prospérer. Il peut prospérer. Par exemple, il prospère beaucoup dans une élection présidentielle, dans une campagne présidentielle, puisque comme c'est une bulle très abstraite, la campagne présidentielle, où il n'est jamais question de réel, alors effectivement, le motif patriotique y est roi. Il est roi. On entend beaucoup la France, tout ça. Bon, bah donc voilà. Donc oui, c'est très facile, mais c'est très con. Et surtout, il n'y a rien à en attendre du point de vue de l'émancipation sociale. Mais alors, rien à en attendre. En soi, ça n'augure de rien. Il a pu arriver que quelque chose qui s'était enclenché sur un motif patriotique puisse comme ça se continuer sur un motif ou sur des options et des orientations plus sociales. Ça a dû arriver dans l'histoire. Ça a dû arriver. Je pense d'ailleurs que d'une certaine manière, certains gilets jaunes ont dû faire un peu ce parcours. Voilà. Pris individuellement, il y en a sans doute pas mal qui étaient peut-être partis en ayant en tête une certaine bouillie patriotique. Et peu à peu, comme ça, ils ont vu que dans le cours même, dans le concret même du mouvement, mais c'était quand même plutôt des revendications sociales qui s'imposaient. Ça a dû arriver. Je pense que c'est un parcours individuel qu'on pourrait identifier parmi tous les gens qui ont participé à ce mouvement. Mais sinon, non, je reviens. Du coup, c'est pas mal. Mais en fait, tu sais, je te poserais plutôt la question à toi que je pose à. Je termine là-dessus parce que moi, je suis un obsédé des affects. Qu'est-ce qui te plaît tant dans l'esthétique nationale? C'est ça, en fait, c'est ça que tu devrais te poser. Plutôt que d'essayer, par rétroaction, de justifier politiquement ton affect, enfin. Le petit truc qui te chatouille dans cette affaire, et je dis pas ça, c'est pas indigne, hein, c'est des affects. On a des affects. Mais c'est ça qu'il faudrait que tu interroges plutôt que de te triturer le cerveau pour essayer de légitimer politiquement et comme ça d'essayer de faire des synthèses entre deux vibrations que tu sembles avoir, un petit titillement quand même du côté de la nation et un petit titillement social. Et tu essaies un petit peu, comme c'est un petit peu tes deux chéris, tu aimerais bien faire un repas avec les deux, quoi. Voilà, c'est ça que tu essaies de faire. Mais explique-nous plutôt ce qui te plaît tellement dans cette idée de nation. C'est dommage. Oui. Un grand merci à François. Merci à tous ceux qui m'ont accueilli.